aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'histoire de la Fashion Week. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je me suis dit que ce serait pas mal intéressant d'aborder ce sujet sur la chaîne au niveau des vidéos sur l'histoire de la mode que j'ai envie de développer sur cette chaîne. Et donc un peu le but principal donc de la chaîne YouTube, pour vous informer plus sur la mode. Et même moi, au fur et à mesure de mes recherches, j'apprends beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant. Ça peut permettre également d'élargir votre culture générale si vous travaillez dans la mode ou simplement que vous êtes curieux ou même passionné tout comme moi. Donc si vous n'êtes pas du tout familier avec ce que c'est la Fashion Week ou la semaine de la mode en français, c'est tout simplement une semaine où des différents créateurs présentent leur nouvelle collection au public. Donc ça se déroule très souvent sur une semaine, mais on a également les 4 villes, les capitales de la mode qui sont les villes principales. Évidemment il y en a partout dans le monde, mais les 4 premières qui sont les plus connues à connaître, c'est New York, Londres, Milan et Paris. Donc en général ça se déroule à une semaine d'intervalle. Il y a un jour de repos pour du coup aller, s'il n'y a pas le Covid, dans la ville où les défilés se déroulent par la suite. Les créateurs de chaque pays qui présentent les nouvelles collections. Mais évidemment je n'oublie pas d'autres villes comme Prague, Copenhague, Shanghai ou encore Kiev, où il y a pas mal de Fashion Week qui se déroulent chaque année. Donc pour vous situer un petit peu plus sur la Fashion Week, donc il y en a des différentes, il faut vraiment bien s'y retrouver. Donc je vais vous citer que la plus grande, on va dire un petit peu la plus prestigieuse, qui n'est pas bénéficiaire à toutes les maisons, c'est la Fashion Week de la haute couture. Elle se déroule en général en janvier pour les collections du printemps-été et en juillet pour l'automne-hiver. On a également le prêt-à-porter féminin, donc en général celui-ci se déroule au mois de février pour les collections de l'automne-hiver de la saison d'après et en septembre pour le printemps-été. Et la Fashion Week pour hommes se déroule en général en juin. Évidemment parfois c'est un petit peu mélangé avec le prêt-à-porter féminin, il y a des créateurs qui mélangent hommes et femmes, mais c'est vrai qu'elle n'est pas encore très médiatisée, la Fashion Week pour hommes. On ne s'y retrouve pas toujours dans les créateurs, c'est un petit peu moins, on va dire, en vogue que celle pour les femmes, où là on en parle toujours, des grands créateurs, nouvelles collections qui arrivent, les nouvelles pièces à choper. C'est beaucoup plus médiatisé par les grands magazines de mode et évidemment sur les réseaux sociaux. Et on a également la collection Cruise, donc croisière en français. Si vous la connaissez pas, c'est un petit peu en fait la collection de vacances, donc de mi-saison, qui mélange l'automne-hiver et le printemps-été. Ça dépend des pays où vous voyagez. Donc c'est vraiment très prestigieux. Évidemment quand je vous parle de tout ce qui englobe la Fashion Week, c'est vraiment pour une élite. Mais on va dire que si vous partez dans les pays chauds pendant l'hiver, vous aurez une garde-robe adéquate, donc il ne faudra pas attendre la saison d'après pour avoir les pièces pour partir en vacances. Et celle-ci se déroule en général au mois de mai. Mais cette année, exceptionnellement, à cause du Covid, tous les défilés ont été annulés. Maintenant on va passer à l'histoire de la Fashion Week, donc comment ce phénomène s'est développé, comment il a été créé et depuis quand il existe. Donc le tout premier, on va dire l'ancêtre de la Fashion Week qui a inventé ce concept, se nommait Charles Worth. À la base il était simplement un apprenti à 2 marchands de tissus. Le concept des défilés n'existait pas encore à l'époque, donc autour du 19e siècle, et c'est lui qui va créer ce nouveau concept qui va se développer au fur et à mesure des décennies. Donc au fur et à mesure de son apprentissage et de ses expériences professionnelles, il acquérit donc une assez large connaissance des tissus et de ce que les clients souhaitaient à l'époque. Donc à l'époque évidemment la conception de la création de maisons de mode était complètement différente à celle qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est même lui qui a développé en fait la création d'une maison de mode, plus précisément la maison de couture, en créant en même temps sa marque, donc Worth, dont la maison existe toujours depuis 1858. Mais je crois elle avait été arrêtée pendant un certain temps puis reprise dans une autre année. Bon là c'est un petit peu l'histoire, je vous fais ça un petit aparté. Car il faut aussi connaître le point que les défilés qu'on connaît aujourd'hui sur les modèles on va dire vivants, c'est un peu glauque à dire comme je le dis en ce moment même, mais avant les défilés étaient directement sur des mannequins en fait qui n'étaient pas vivants, pas sur les modèles, top modèles qu'on connaît depuis les années 90, c'était sur des mannequins, des faux mannequins où on présentait juste le vêtement porté et c'était comme une vitrine où les personnes venaient regarder la nouvelle collection. Donc pour vous situer un petit peu dans l'histoire, à la base avant le couturier c'était juste un artisan, le client venait
commander la pièce, la robe qu'il souhaitait et le couturier, donc l'artisan plutôt, créer à sa demande en fait ce que le client voulait. Donc il n'y avait pas du tout de collection, ce concept n'existait pas, donc c'est Worth qui l'a créé en proposant donc différentes collections avec un certain nombre de pièces correspondant à la saison appropriée, et parmi ces pièces là le client pouvait choisir ce qu'il voulait. Donc c'était un petit peu toujours à la commande, mais là c'était le artisan donc, qui est devenu le couturier qui a créé ses propres règles et c'est lui qui imposait ce qu'il voulait créer pour le client. Donc en fait c'est ce qui crée le principe des collections automne-hiver et printemps-été qui n'existaient pas du tout au siècle auparavant. Donc vous allez me dire comment se faisait la publicité auparavant, s'il n'y avait pas de défilé, comment les personnes pouvaient voir les nouvelles collections arrivaient. Donc au début c'était par des journaux évidemment, c'était le principal média, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux et ils envoyaient des brochures avec en fait des petites, on va dire comme des poupées qui étaient dans les magazines. Vu que les magazines comme Vogue c'était encore vraiment le tout début. Et par cette même occasion, donc Worth a créé également le mannequin qu'il appelait Suzy pour présenter ses vêtements sur un mannequin vivant. Donc pour faire les défilés, les présentations, il utilise sa propre femme Mary Verney Worth et il crée même des copies de ses créations pour les grands magasins de grandes enseignes. Donc évidemment au fur et à mesure ça développe de nouveaux thèmes, donc il fait plus de personnalisation par rapport à la clientèle qu'il développe. Donc il peut vraiment créer un petit peu du sur-mesure. Et en 1868, il crée la chambre syndicale de la confection de la haute couture pour protéger ses membres de la copie, même qui est toujours présente aujourd'hui, mais c'était vraiment un déclic à l'époque. Et en 1945 par contre le nom change pour devenir la chambre syndicale de la haute couture pour être protégée juridiquement. Donc au cours du XXe siècle, de nombreux créateurs voient le jour et donc de plus en plus de créations, de collections se mettent en avant pour faire plaisir à leur clientèle. Donc comme Paul Poiret qui crée également des défilés en mouvement. Il y a également à la même époque Lady Dave Gordon qui créait également des créations similaires à Paul Poiret dans le même style, mais son nom en tant que créatrice était difficile. Paul Poiret crée également des événements prestigieux comme des balles où les clients devaient venir avec leur plus belle tenue. Un des plus marquants de l'époque était celui de 1002e nuit en 1911 où Poiret a présenté ses robes en abat-jour et ses sarouels. Puis dans les années 20 et 30, il y a l'arrivée donc de Coco Chanel, de Schiaparelli qui ont créé plus également de l'engouement, mais les défilés étaient un petit peu plus intimistes. C'était vraiment pour les clients fidèles et c'était pas aussi voyant qu'on peut voir aujourd'hui, c'était vraiment plus intime dans des salons privés. Il y avait également beaucoup de copies et tous les créateurs étaient un petit peu entre, on va dire, se voiler un petit peu les créations, donc c'était vraiment assez compliqué et en fait ils voulaient vraiment garder leur création, on va dire, pour un cercle restreint de personnes pour pas non plus voir leur création être volée du jour au lendemain. Donc la peur du plagiat était vraiment très élevée à cette époque, comme on peut également toujours voir aujourd'hui. Beaucoup de créateurs s'inspirent d'autres créateurs, beaucoup disent que c'est du plagiat alors d'autres c'est une inspiration. Mais on va dire tout le monde s'inspire un petit peu de tout le monde. Puis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a le new look de Monsieur Christian Dior qui chamboule toute la sphère de la mode et qui remet au goût du jour donc les défilés en mouvement avec les différents modèles présentés. Même que la chambre syndicale de la haute couture à ce moment-là a mis une règle en place que chaque maison devait présenter au moins 35 tenues de journée et de soirée par saison. Donc c'était vraiment une règle à respecter pour faire partie de ce cercle. Par contre le seul défaut c'était que toutes les pièces étaient faites sur commande, donc le temps de recevoir les pièces commandées, l'essayages et la confection étaient assez long. De plus la mode parisienne voyait d'un mauvais oeil la mode grandissante qui venait de New York, car pendant la guerre il y a eu un soutien patriotique en 1943 par la presse Week par rapport aux stylistes américains. Mais évidemment grâce à Christian Dior il a remis un petit peu le goût du jour de la mode parisienne, qu'on avait vraiment notre place avec les tailles fines, des coupes très féminines, évidemment ce new look a vraiment beaucoup plu au public. Donc ces créations ont beaucoup plu au public, donc à la clientèle qui est devenue beaucoup plus florissant, donc et pas seulement en France. Des clients de l'étranger voulaient absolument acquérir ce nouveau style à la parisienne.
Évidemment, il y a eu l'essor grandissant de nos contemporains comme Hubert de Givenchy, Pierre Balmain et plein d'autres. Par la suite, on a également André Courrèges, Pierre Cardin et Yves Saint Laurent avec son smoking qui a pointé l'intérêt sur la jeunesse, donc ce que voulaient les jeunes au niveau de la mode, donc ceux qui souhaitaient totalement porter, et ils voulaient vraiment une mode beaucoup plus avant-gardiste et qui ne voulaient plus du tout s'habiller comme leurs aînés. Donc la ligne prêt-à-porter de 1966 créée par Yves Saint Laurent a vraiment également marqué un fort point dans l'histoire de la mode et donc des défilés. Donc à partir de là, avec tous ces nouveaux créateurs, le prêt-à-porter était vraiment la voie de l'avenir, donc la haute couture c'était un petit peu le dress code des aînés des générations passées. Donc là, le prêt-à-porter était vraiment en voie d'expansion et c'est surtout ce que la jeune génération souhaitait, porter des vêtements pour être à l'aise au quotidien et surtout confortable. Et maintenant, c'est là qu'on arrive dans le point culminant de cette vidéo, la bataille de Versailles. Donc la bataille de Versailles, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Mais moi je n'étais pas du tout au courant, mais en fait c'est vraiment à partir de ce moment-là que la Fashion Week prend vraiment le nom de l'aspect de la Fashion Week comparé au défilé qui était vraiment fait l'entre-deux-guerres et l'après-guerre. C'était vraiment là que les défilés ont commencé à évoluer. Donc c'est la toute première semaine de la mode qui s'est déroulée à Paris en 1973 avec dans la même année la création de la Fédération française de la couture, et vu que c'était un phénomène, un événement qui allait vraiment changer le monde de la mode, c'était pour cela qu'on appelait ça la bataille de Versailles. Donc le nom de cette bataille à Versailles, donc c'est parce que c'était la France contre l'Amérique. En fait, se mettait en avant les tensions que la France avait contre les créateurs des États-Unis, donc les stylistes. Le but, je vais vous citer un petit peu donc je vais vous citer un petit peu le contexte, je le connais pas par cœur, donc je vais lire un petit peu sur mon téléphone là où il y a mes notes. Donc en fait il fallait qu'il y ait 5 créateurs de chaque côté. Il y a 5 créateurs de chaque côté, donc 5 créateurs français et 5 américains. Et en fait ils devaient présenter une collection pour le levée de fonds de la restauration du château de Versailles. Donc du côté français il y avait évidemment Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Hubert de Givenchy, Christian Dior et également Emmanuel Ungaro. Et du côté américain, il y avait Oscar de la Renta, Bill Blass, Stephen Burrows et également Anne Klein Alston. Évidemment, avec les mises en scène spectaculaires, les Français ont perdu, donc c'était plutôt le côté américain qui avait gagné donc cette bataille de Versailles. Donc à partir de cette bataille de Versailles, évidemment, les défilés se sont vus beaucoup plus grandioses, beaucoup plus animés et beaucoup plus spectaculaires au fil des années. Donc pour faire un petit peu un point culture, évidemment en France, on a la Folie des Grandeurs au Zénith de Thierry Mugler avec un public dorénavant de plus de 6000 personnes, sans oublier le soutien-gorge iconique de Jean-Paul Gaultier avec Madonna. Évidemment dans les années 80, il y a Karl Lagerfeld qui a repris les mains de la maison Chanel et qui a mené cette maison avec une grande élégance au fil des années jusqu'à sa mort en 2019. Donc sans vous citer le supermarché, la fusée, les grands monuments qu'il a pu représenter dans ses différents défilés. Les défilés de Karl Lagerfeld, on va dire, pour être honnête avec vous, c'était vraiment les plus beaux. Je ne vois pas quel autre créateur a fait des mises en scène aussi plus originales et grandioses que Karl a pu faire auparavant. Évidemment dans les années 90, comment ne pas oublier John Galliano qui a travaillé également pour Dior. Il y a également eu Alexander McQueen, un des dieux on va dire de la mode, qui a travaillé par la suite pour Givenchy. Et plus récemment, Stella McCartney a rejoint le groupe LVMH pour accélérer le développement durable dans le secteur de la mode. C'est on va dire une des pionnières qui a vraiment eu cette pensée pour le recyclage, qu'il faut revaloriser les pièces et surtout ne pas gaspiller. Donc au final de nos jours on voit que les défilés prennent vraiment une très grande place, surtout donc on va dire de la France dans cette vidéo. On parle plus principalement de Paris, donc évidemment avec les supermarchés, les métros, les aéroports, donc ça c'est vraiment dû à Karl Lagerfeld. Enfin c'est celui le premier qui me fait penser, qui a recréé des décors de la vie de tous les jours sur des défilés qui ont été vraiment marquants. Et on voit vraiment dans l'actualité de la mode que un défilé est vraiment poignant et reste dans la mémoire des clients, de la presse, grâce à son décor. Et si c'était simplement comme au tout début dans les années 90, c'était pas également c'était pas si spectaculaire que ça, on va dire. C'était un défilé où les gens étaient assis autour et il y avait juste
un fond blanc et la maintient défilé, donc vous voyez les pièces arriver les unes derrière les autres, mais c'était pas ça le point culminant. Là il fallait vraiment avoir une pièce qui retenait l'œil pour se souvenir du défilé, alors que là c'est vraiment le décor joue vraiment une partie importante. Pour un côté également plus théâtral, il y avait également chez Louis Vuitton au niveau des décors, il y a Balenciaga qui ont des décors beaucoup plus théâtralisés. Qui sont vraiment très très forts dans ce point-ci. Et pour finir cette vidéo, vous allez vous dire mais comment on fait pour participer à un défilé? Mais malheureusement on peut pas, c'est vraiment par choix de la maison qui invite ses clients les plus fidèles. La presse également a des places très restreintes, donc c'est vraiment au petit bonheur la chance. Parfois il y a des jeunes créateurs, on peut envoyer des demandes pour y participer, mais c'est vraiment un milieu très élitiste et du coup très fermé, donc c'est plutôt compliqué de s'y infiltrer, même si Marie s'infiltre a pu le faire pour le défilé Chanel, c'était en 2018 je crois, mais c'est plutôt rare. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais également aborder comme sujet dans cette vidéo le street style, mais je pense en faire une vidéo en partie que sur ça, qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'avais peur que cette vidéo soit déjà trop longue. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris pas mal de choses sur l'histoire des défilés. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos et n'oubliez pas de choper mon dernier numéro. Et évidemment le nouveau numéro arrive bientôt. Bye.